BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, on va essayer de leur remonter le moral parce que le Bitcoin a pas mal reculé ces dernières heures. Nos experts du club BFM Crypto, quelle perspective? Arrive-t-on sur de nouveaux points d'entrée pour le Bitcoin et pour ceux surtout qui souhaitent y investir? On rappelle qu'il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre dans cet univers des crypto-monnaies qui reste extrêmement spéculatif. Valentin Demey vient de nous rejoindre, journaliste pour Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Laure Merlin avec nous aussi aujourd'hui. C'est sa première sur BFM Business. Bonjour Laure. Bonjour Guillaume. Bienvenue, dirigeante et fondatrice de Play My Tech. Vous expliquez aux entreprises et même au-delà, aux militaires, les blockchains, vous leur expliquez les blockchains avec des Lego. Vous nous montrerez comment vous y parvenez. Tout à fait. Qu'à illustrer dans un instant. Si vous nous suivez à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. C'est l'occasion de vous brancher sur notre chaîne en télévision. Laurent Pignot aussi nous accompagne. Salut Laurent. Analyste pour Zone Bourse. On est au plus bas de l'année aujourd'hui sur le Bitcoin, Laurent. Oui, effectivement. Déjà, hier a été une journée noire pour les crypto-investisseurs, une journée qui a finalement anéanti tous les espoirs sur la potentielle poursuite haussière du rebond qui avait été entamé fin octobre. Alors là, à l'heure où on parle, le Bitcoin est en train d'inscrire des plus bas annuels, donc autour des 17 000 $. On frôle ce seuil des 17 000 $. Voilà, la raison évidente de cette chute vertigineuse de plus de 3 000 $ en 48 heures est bien évidemment la chute de l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie FTX. Mais ça, vous allez probablement en parler dans quelques minutes. Donc en attendant, le Bitcoin tient tout juste ce seuil des plus bas annuels. On est même en train d'aller chercher plus bas. Il est sur le rasoir de ces plus bas annuels. On sent que l'atmosphère est tendue dans l'écosystème crypto, qu'il en faudrait peu pour que le Bitcoin aille encore plus loin dans les profondeurs qu'il n'a pas explorées depuis plus de 2 ans. Maintenant, c'était en fin 2020. Le tout dans un contexte macroéconomique encore fragile pour les actifs risqués. Donc attention à court terme. Pour l'instant, il va falloir que le Bitcoin se stabilise autour de ce niveau. Le prochain support technique se retrouve au niveau des 14 000 $, donc bien plus bas. Et puis celui d'après autour des 10 000 $. Si le Bitcoin retourne sur ces niveaux, nous avons de fortes chances d'aller chercher des niveaux de capitulation ultimes pour les acteurs du marché. Allez, avec une vision un petit peu plus optimiste, la crise pourrait être derrière nous. Maintenant, il va falloir reconstruire, comme je le disais, autour de ce seuil des 17 000 $, estomper la profonde cicatrice et repasser au-dessus des 21 000 $ à court terme pour redonner un signal positif, sans quoi on resterait un petit peu dans cette spirale négative sur le Bitcoin. Donc vigilance à court terme en attendant que la tempête soit complètement passée et revoir des configurations techniques de renversement. Elle n'est pas encore complètement passée. On est à 17 324 $ en ce moment sur le Bitcoin et l'Ether aussi éclaboussé. Est-ce que le potentiel d'Ether vous semble plus intéressant, plus sûr pour la suite ou la volatilité, là aussi, est à son comble? Alors concernant l'Ether, il n'y a pas de surprise. Il subit là aussi les foudres du marché. Il est passé des 1 600 $ à maintenant autour des 1 180 $. Notons tout de même que contrairement au Bitcoin, l'Ether n'est pas reparti sur ses plus bas annuels, qui étaient autour des 880 $. Mais bon, on a l'habitude, si le Bitcoin vient à décrocher fermement, l'Ether n'arrivera pas à résister, avec un Bitcoin qui emportera tout le marché avec lui sans aucun état d'âme. Donc vigilance là aussi à court terme, nous ne sommes pas à l'abri de voir un Ether partir sur les 1 000 $ et il faudra rattraper les 1 600 $ cette fois-ci pour redonner un signal de renversement à court terme. Donc vigilance à court terme sur le marché des cryptos. Merci beaucoup Laurent Pignot avec nous aujourd'hui depuis Zone Bourse. Et ce qui a mis le feu aux poudres, donc, c'est la faiblesse, le déclin, le plongeon de FTX. Valentin, on compare souvent l'écosystème Web3, crypto à une jungle. Là, c'est carrément la savane. Les lions viennent d'avoir la peau des gazelles. Binance se positionne en tout cas pour racheter FTX après avoir eu sa peau, intentionnellement ou pas. Une guerre économique, en tout cas entre les deux plateformes, vient d'être menée et cette guerre a mené à l'insolvabilité de la plus faible des deux, FTX. Que s'est-il passé? Comment, Valentin, en est-on arrivé là? Le terme de guerre économique est effectivement très bien choisi puisque c'est ce qui est en train de mener à la déroute de FTX, à la déroute du marché. Et quelle que soit la force de Bitcoin pour remonter, ça ne sera pas indépendant à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il y a quelques mois, Guillaume, on a déjà échangé avec un ton un peu grave à l'époque où l'UST était en train de s'effondrer, ce fameux stablecoin qui devait rester à $1 et qui a décroché à $0, avec ensuite l'insolvabilité d'une autre plateforme, Celsius. Et à ce moment-là, FTX s'était justement mis peut-être comme sauveur en rachetant certaines entreprises en difficulté de ce premier déclin. Et aujourd'hui, c'est justement cette plateforme-là qui est en danger. Et qui aujourd'hui a gelé le retrait de ses clients.
C'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Et il y a eu plus de 6 milliards de retraits de crypto hier effectués sur cette plateforme avant qu'elle condamne les retraits. Pour comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui, il faut refaire un petit point d'étape sur ce qui a mené à cette guerre économique entre les deux géants qui sont Binance et FTX. Pour avoir ça en tête, il faut savoir qu'en 2019, Binance avait pris position au capital de FTX en 2019 pour une petite position de développement stratégique duquel justement, il y a quelques mois, FTX s'est délaissé. C'est-à-dire que FTX a fait une proposition à Binance de vente pour reprendre 100% de son capital, ou en tout cas exclure son principal rival de la table. À ce moment-là, ce rachat a été proposé à 2,1 milliards de dollars. Et ces 2,1 milliards de dollars ont été payés de FTX via Binance en BUSD, donc le stablecoin de Binance, et en FTT. Le FTT, c'est le token de la plateforme FTX. Et c'est là où ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème parce que le 2 novembre dernier, CoinDesk, un média américain, publie le compte ou le rapport de compte d'une entreprise de Sam Bankman-Fried, qui est le CEO de FTX. Et dans cette deuxième société qui lui appartient, parce qu'il possède donc FTX, la plateforme d'échange, et une autre société d'investissement et de trading, Alameda Research. Cette plateforme est révélée dans CoinDesk donc qu'elle a énormément de FTT, et c'est même la majorité de son bilan actif, et même la majorité de ses passifs sont garantis par des FTT. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, le FTT vaut 25 $. Oui. Et du coup, CZ, qui possède une partie du deal qui a été vendu à 2,1 milliards de dollars, se dit, si cette position est dangereuse, je préfère sortir maintenant de ce deal, je préfère commencer à revendre mes FTT pour ne pas être en danger si jamais, justement, cascade, le prix du token descend, les actifs et les passifs de Alameda Research et donc de la plateforme FTX, in fine, sont aussi en danger. Donc, moi, stratégiquement, je préfère sortir. Donc, il tweet, moi, je vais vendre mes FTT que j'ai reçus dans le cadre du rachat. Et du coup, patatras. Et du coup, patatras. Ça réduit encore plus la confiance dans le FTT. Ça détruit la confiance du FTT et la blockchain étant transparente, on voit effectivement quelques heures après un mouvement de 500 millions de dollars de FTT sur la plateforme Binance. Et CZ, le CEO de Binance, confirme, c'est bien moi, et nous allons commencer à écouler les FTT. Du coup, le cours du FTT s'effondre. C'est autoréalisateur, là. Ouais. À ce moment-là, tout le monde prend conscience de l'étendue des problématiques, mais là, nous sommes entre lundi et mardi dernier, et on se dit, effectivement, le FTT est en danger, mais la plateforme FTX est à aucun moment insolvable. À ce moment-là, on ne se pose pas la question que la plateforme FTX peut être en danger. Et là, ça commence effectivement à s'agiter, puisque on propose à CZ, de la part donc de Alameda Research, donc la team FTX, propose de racheter OTC, over the counter, sans passer par les marchés financiers, sans faire de pression baissière, de racheter les positions de CZ à 25 $ l'unité. 22. À 25 $ l'unité. Oui, Valentin, ici. Entre 25 et 22. Et là, CZ refuse. Il veut effectivement le faire sur le marché principal. Donc, effectivement, c'est là où commence à y avoir cette pression vendeuse très importante. Tout le monde commence à paniquer. Les gens déversent leur FTT. À ce moment-là, on se dit, ouais, mais si tout le monde retire de FTX, il risque d'avoir une crise de solvabilité. Les retraits massifs commencent dans la plateforme FTX. FTX voit un flux extérieur de 5 milliards d'euros. Et hier, aux alentours de 15 heures, bloque les retraits des utilisateurs. À ce moment-là, il y a encore énormément de liquidités sur FTX. Les utilisateurs ne peuvent plus retirer de la plateforme leur liquidité. Et c'est la grosse panique parce qu'on se rend compte que ce n'était pas juste une guerre économique entre les deux gros géants qui voulaient se faire peur, mais que là, ça touche au client final et que le client final ne peut plus retirer ses crypto-monnaies. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors voilà, quel risque pour les utilisateurs de FTX dont on rappelle que c'était la deuxième plus grosse plateforme exchange crypto au monde derrière Binance. Quel risque aujourd'hui pour les utilisateurs? Les clients n'ont plus de fonds? Aujourd'hui, les clients ne peuvent plus retirer leurs fonds de la plateforme FTX. Okay. Et c'est le cas depuis hier après-midi. Il y a eu un vrai mouvement de panique qui a été un instant modéré par Binance qui se prononce aux alentours de 17h30 hier sur le rachat de FTX, son plus gros concurrent. CZ, le patron de Binance, tweet « SBF m'a appelé, il était dans la panade. » Le patron de FTX. Le patron de FTX. Je pensais qu'il voulait m'appeler pour parler du deal de rachat de ces tokens OTC, mais non, il m'appelle pour sauver la plateforme et nous allons racheter Binance
dans le cadre d'un accord discrétionnaire duquel on peut pour l'instant sortir quand on veut, mais nous allons racheter notre principal concurrent. Après avoir quand même contribué à mettre en difficulté FTX. Après par la avoir communication, à faire effondrer la valeur de la plateforme. Il faut savoir que intentionnellement ou pas, c'est la question qu'on peut se poser. aujourd'hui, la grille de lecture est une guerre économique, une guerre claire, puisque ça a été la prise de position de CZ sur Twitter. Il faut savoir que quand on parle des milliards qui se sont effondrés, lundi à 9h, Sam Bankman-Fried, le CEO de la plateforme FTX, pèse 16 milliards sur les terminaux Bloomberg. Aujourd'hui, il pèse 800 millions. Donc, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé sur la plateforme FTX, duquel il est le CEO. C'est la même fuite de valeur. Donc, évidemment, si c'était justement dans cette guerre économique intentionnelle de la part de CZ de faire effondrer la valeur pour faire une OPA sur son principal concurrent, alors oui. Mais là, on parle effectivement que ce petit guéguerre, si on peut appeler ça comme ça, entre deux gros patrons mène à l'insolvabilité a priori, parce que les retraits sont aujourd'hui bloqués chez FTX des utilisateurs, eh bien, c'est quand même une autre histoire. Est-ce que Binance va vraiment racheter FTX ? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a quelques minutes, CZ a fait un petit bloc-notes, CZ, le patron de Binance, a fait un petit bloc-notes sur Twitter disant qu'il était donc surpris hier de l'appel de son concurrent de FTX pour le rachat, qui sont aujourd'hui en train de faire de la due diligence pour savoir si oui ou non ils vont racheter FTX et à combien. Il rappelle de ne surtout pas trader, acheter, vendre ou quoi que ce soit en relation avec la plateforme FTX, donc surtout ne pas toucher au FTT, qu'il a d'ailleurs demandé à stopper les ventes de la part de Binance. Il demande à ses employés de ne pas commenter le deal et que la chute du FTT, il le reconnaît, est dommageable pour l'entièreté de l'écosystème à cause de la régulation et des chutes des cryptos qui s'ensuivent. Et on voit en effet, du coup, même Bitcoin largement impacté, puisque Bitcoin est au plus bas de l'année, à nouveau depuis hier. Si Binance rachète FTX, est-ce que c'est dangereux ? Parce que quand même, Binance est un géant, il le sera encore plus, on peut l'imaginer. C'est un double problème. Déjà sur effectivement la vision de l'écosystème qui est d'être décentralisé. D'un point de vue philosophique, c'est dangereux. D'un point de vue part de marché, c'est centralisé en l'occurrence. Ouais. Exactement. Ouais. D'un point de vue part de marché, c'est aussi compliqué. Là, on parle des deux plus grosses plateformes qui pourraient l'une être absorbée par l'autre, FTX par Binance. Est-ce que, au-delà du deal potentiel et de quel rachat, etc., ils tomberont d'accord ou pas, dans un deuxième temps, se posera la question des autorités vont-elles autoriser un tel rachat, parce que l'autorité pour la concurrence, qu'elle soit française, européenne, et même au côté US, va-t-elle autoriser un tel rachat ? Je lisais Victor Charpia, qui est un ancien avocat sur Twitter il y a quelques heures, qui faisait effectivement un petit point d'étape. Il disait sur, a priori, toutes les grilles de lecture, on dépasse largement ce qui se fait en général en termes de due diligence pour savoir si on autorise ou pas ce genre de rachat. Et a priori, ça rentre dans les cases de ce rachat ne pourrait, dans les termes actuels, pas être autorisé. C'est très complexe, on est au tout début, mais en tout cas, ça pourrait faire très mal à l'écosystème, cette centralisation, et elle pourrait ne même pas être autorisée. Ce qui est certain, parce que là, on est dans la supputation de deux facteurs. Va-t-elle confirmer ce rachat et ensuite, vont-ils permettre aux utilisateurs de rouvrir les retraits ? Où sont partis l'argent des utilisateurs ? SBF, Sam Bankman-Fried, FTX a confirmé à plusieurs reprises hier, les fonds sont garantis un pour un jusqu'à ce que les retraits soient coupés. Où sont l'argent des utilisateurs ? Binance va-t-il, s'il rachète, renflouer les caisses pour que les utilisateurs puissent sortir ? Il y a énormément de gens qui sont encore dessus, sur cette plateforme. Et ensuite, il s'agira de savoir, au moment où on parlait de MiCA, au moment où on parlait de cette régulation, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui fera extrêmement mal à l'écosystème, et j'espère qu'effectivement il faudra qu'il y ait des explications sur tous les côtés de cette difficulté-là. D'autant qu'il y a de grands pans de régulation encore à venir. Voilà. Et ce qui se passe pourrait en effet durcir la position des régulateurs. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui je ne peux être que de ce côté quand je vois la difficulté que cette plateforme, qui est la deuxième plus grosse au monde, a eu à résister à une attaque économique comme celle qu'on vient de subir. Mais du coup, Solana, la DeFi, les projets en lien avec FTX et avec Alameda, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est l'une des choses sur lesquelles effectivement on peut s'interroger. Comme je vous disais en introduction, Sam Bankman-Fried, donc le président directeur général de FTX, a joué un rôle important ces derniers mois dans les rachats des entreprises en difficulté suite à l'affaire de l'UST, suite à l'effondrement d'un autre fonds d'investissement, Three Arrows Capital, duquel ils ont essayé là aussi de racheter les positions en difficulté.
Si on regarde un petit peu tout ça, on voit d'un point de vue très direct que depuis quelques heures, tous les tokens en relation de près ou de loin avec Alameda Research ou FTX sont en chute libre maintenant. Est-ce que c'est la blockchain Solana et le token Solana est en danger? D'un point de vue des investisseurs, les entreprises auront du mal à se passer d'un des sauveurs importants, qui était SBF. Et c'est ce que je vous disais, de savoir qui va pouvoir les sauver maintenant que le sauveur premier est en train de tomber. Laure Merlin avec nous aussi pour Play My Tech. Alors justement, Laure, vous avez suivi tout ça très près, vous faites beaucoup de pédagogie, vous l'illustrerez dans un instant pour aller convertir, en tout cas expliquer les blockchains aux institutionnels, aux différentes entreprises, etc. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans cet écosystème qui reste quand même une jungle, est-ce que vous vous dites que ça va participer à le démocratiser et à le rendre populaire, ou est-ce que vous vous dites au contraire que tout ce qui est en train de se passer, loin d'offrir des points d'entrée, va rebuter un certain nombre d'acteurs? Alors j'aime énormément cet écosystème. Il est effectivement c'est encore le Far West. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. C'est à chaque personne de savoir quelle appétence au risque il a et quelle envie d'être dans des milieux très créatifs, très innovants, qui font parfois vraiment n'importe quoi. Mais cette chute de FTX montre vraiment quelque chose de très important, qui est pourquoi on a créé Bitcoin au départ. Donc pourquoi la toute première blockchain a été créée? C'est pour faire un système qui est décentralisé et qui ne peut pas justement tomber à cause de captures liées au système centralisé. Parce que ce qui se passe là sur ces plateformes, entre ces deux plateformes, c'est parce que c'est centralisé. Exactement, ce sont des plateformes centralisé. Donc c'est pas, comme disait Valentin, c'est pas la philosophie d'origine qu'on a à l'origine avec Bitcoin. Donc voilà. Donc vous dites que ce qui se passe, vu que ça concerne des plateformes centralisées, vient renforcer la promesse. Ça vient renforcer, ça vient remettre un drapeau rouge et une piqûre de rappel. L'écosystème, il est construit au départ sur une chose: don't trust, verify. Ne faites pas confiance, vérifiez. Ouais. Valentin, je vous vois super dubitatif là. Ça renforce effectivement la position qu'ont les bitcoins maximalistes et la philosophie de Bitcoin entière. Mais je n'en suis pas. Je parle vraiment du côté. J'aime bien aller à l'origine des choses. Je suis pas maxi. J'aime énormément toute l'innovation sur Ethereum. J'ai aujourd'hui beaucoup plus d'Ether en perso que de Bitcoin. Oui. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de mal. Et Bitcoin a justement impulsé ce mouvement. Ça fait beaucoup plus de mal, et Bitcoin compris, parce que la régulation va venir derrière. Et aujourd'hui, la confiance, elle est perdue dans l'écosystème. Le pourcentage de personnes qui se sont suffisamment intéressées à l'écosystème pour comprendre que Bitcoin est à l'origine créé pour combler ce problème-là, et c'est trop faible par rapport aux gens qui sont là juste pour, et c'est légitime, s'exposer à cette nouvelle tendance et ce nouveau marché qui se crée aujourd'hui. Donc je pense que ça fait plus de mal aux gens. C'est très violent. Je pense qu'à court terme, ça fait beaucoup de mal, et je suis vraiment désolée et je comprends la gravité de ce que ça peut être pour des personnes qui avaient leurs fonds, qui sont encore bloqués, qui ne savent pas dans combien de temps ils vont les récupérer, etc. C'est très grave. Et ça donne un signal qu'il est bon d'entendre, qui est à l'origine de cet écosystème. C'est pas juste une technologie fun pour faire plein de trucs rigolos. Et bien sûr, oui, c'est aussi ça. Mais à l'origine, il y a quelque chose de très profond qui est décentralisons les institutions pour éviter d'en être massivement victimes, en fait, quand elles sont soit en faiblesse. Quand on est investisseur, on rappelle, on peut passer d'ailleurs par des plateformes centralisées ou décentralisées. Ça existe, des exchanges décentralisés. Ça existe aussi. Et la blockchain, par nature, toutes les blockchains dont on parle sont transparentes. Donc l'information est totalement accessible. Pourquoi ça vous excite, cet univers? Vous disiez c'est le Far West, j'adore ça. Voilà. J'aime beaucoup les milieux hyper innovants, très avec plein de gens fous, des gens qui ont des idées bonnes, mauvaises, et des gens qui sautent en fait dans le bain pour essayer de faire des choses, ou qui font des paris. Enfin, en fait, j'aime énormément la diversité des personnes, des motivations, et donc j'aime énormément cette effervescence qu'il y a dans des milieux très très innovants. Pour vous, ça nous mène où? La blockchain, le Web 3 nous mène où? Je sais pas. Je pense que c'est à peu près comme le Internet dans les années 2000, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait toujours faire des paris. On était très très loin d'imaginer que ma grand-mère aurait Internet sur son smartphone et l'utiliserait 25 fois par jour pour faire du lien familial, pour se repérer, pour comparer des prix, etc., etc., etc. On n'avait pas cette idée. Donc on est vraiment au début du Web 3 et il va se passer
plein de choses. Je pense qu'il peut se passer plein de choses fantastiques et plein de choses catastrophiques. Voilà. Donc à chacun de vraiment prendre à cœur cette responsabilité. Mais votre vision, votre mission même, c'est alors non pas d'évangéliser, c'est de traduire. Mais d'expliquer. Voilà, j'évangélise pas du tout. Ouais. Je conseille à personne d'y aller sans avoir vraiment pris la mesure des risques qui courent. Tout à fait. En revanche, je traduis. C'est-à-dire que, contrairement à des camarades qui vont parler des cas d'usage, je veux vraiment expliquer comment fonctionne la technologie. Et vous vous adressez à des entreprises, même à des militaires, pour leur expliquer ce qu'est la blockchain, parce que vous estimez que passer à côté, c'est passer à côté d'une partie de l'avenir et c'est prendre un grand risque. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Bon. Tout à fait, comme c'était très dangereux pour la presse et les médias en général de ne pas comprendre comment fonctionnait Internet au début des années 2000-2005. Ok, et vous avez beaucoup de demandes, du coup, de plus en plus d'entreprises dans des secteurs de plus en plus variés. J'ai de plus en plus de demandes, c'est pas énorme, mais je cherche des associés quand même pour scaler, en particulier sur le côté, pour vraiment diffuser la méthode au public et en vidéo. Et alors, il y en a de la pédagogie déjà autour de la blockchain, des cryptos, beaucoup d'influenceurs. Oui. Vous, votre méthode, elle est particulière. On rappelle, vous êtes la fondatrice de Play My Tech. Vous essayez d'expliquer les blockchains avec des Lego. Et alors pour ceux qui nous suivent à la radio, vous allez l'illustrer. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, donc, c'est une occasion de nous regarder aussi à la télévision. Comment est-ce qu'on illustre les blockchains ? Comment est-ce qu'on les explique avec des Lego ? Voilà, alors je vais assez loin. En fait, tout est modélisé. C'est pas vraiment un jeu très fun. Donc, si on peut avoir la caméra effectivement sur les mains, je vais par exemple montrer comment on va miner le prochain bloc. Donc là, je fais un petit repérage, déjà un petit index. Ça, le bloc blanc, c'est le Genesis block. Les blockchains, ça, tout ce que vous voyez, c'est des nœuds. Donc l'état actuel de la blockchain, on est au bloc 3 sur celui-là, et les nœuds répliquent à l'identique l'état actuel, et il y a sur Bitcoin aujourd'hui des dizaines de milliers de nœuds, dont certains complètement inaccessibles. Alors comment on va ajouter le 4e bloc en fait, puisqu'il n'y a pas de chef ? C'est un système non centralisé. Comment on va se mettre d'accord si on ne se connaît pas et s'il n'y a pas de chef ? Alors, on va miner. Et miner, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met dans un bloc ? On a des transactions qui sont des transactions en attente diffusées par les utilisateurs sur le réseau. On va par exemple faire 2 mineurs. Là, ils vont être en compétition, ces 2 mineurs de devant, cette dame avec le chapeau rouge et ce monsieur avec la pioche de mineur. Et voilà, donc ils vont choisir des transactions, pas forcément les mêmes, qui sont en attente. Ils vont identifier, donc ils vont prédéterminer la création monétaire qui est fixée par avance. C'est pas eux qui décident. C'est le protocole. C'est 6,25 bitcoins. Donc là, tous les deux, ils vont se proposer qu'on leur verse ça s'ils réussissent à miner le bloc. Ils vont intégrer le hash du bloc précédent, donc les petits plots du bloc précédent, qui était donc vert pomme, ces petits plots-là vont arriver. Et le nonce, c'est le lapin blanc. C'est un chiffre pris complètement au hasard. C'est un petit lapin, là, oui. Exactement, c'est le petit lapin. Il est difficile à trouver, il utilise beaucoup d'énergie pour le trouver, parce qu'il faut essayer beaucoup. Et quand ce nonce, le hash du bloc précédent, la transaction de création monétaire, différente, donc du coup avec une adresse différente pour chaque mineur, et les transactions en attente passent 2 fois par cet algorithme de hachage, là, avec les petites hélices, qui est un petit programme open source qui va crypter et qui va rendre impossible, en fait, le décryptage dans l'autre sens. Et là, on a les bases de la blockchain. Quand on a passé tout ça, on a le hash du bloc suivant, celui qui a réussi à avoir 19-0. Ça va être lui, par exemple. Il est à la fois payé, le bloc, la validité du bloc est reconnue par le réseau, et oui, on est en radio aussi, il ne faut pas faire de blanc, vous savez, c'est l'idée. Ça on a là... Excusez-moi, pour ceux qui sont à la radio. Il faut nous regarder à la télé, on vous avait prévenu, il fallait allumer la télé. Donc, illustration des blockchains par des Lego, et l'armée, par exemple, est friande de ça, des militaires demandent à être formés sur les blockchains avec des Lego. J'ai été surprise du niveau déjà de connaissance. Après, c'était sur la base du volontariat, c'était dans une école supérieure à l'école militaire. L'école de guerre. Voilà, en effet. Et du coup, les personnes qui sont venus avaient un très très bon niveau de départ. Je forme aussi des banquiers, des avocats, des experts comptables, des publicitaires. Et un jour vous serez dans le métavers, vous croyez c'est dans le métavers pour vous dire il n'y aura plus besoin de Lego, demain ce sera dans le métavers? Tout à fait, avec le VP Gaming de Binance, on a parlé de digitaliser ça, de métaversifier cette formation. Merci d'être passé nous voir. Voilà, les blockchains avec des Lego. Laure Merlin, merci beaucoup. Play My Tech, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et donc dans les Lego aussi qu'on peut apprendre. Merci d'être passé, Laure. À très bientôt. Valentin Demey, bon courage, c'est chaud dans les cryptos là, plus bas de l'année pour le Bitcoin, journaliste pour Cryptost. Bon retour
À bientôt. Laurent Pignot avec nous également tout à l'heure pour Zone Bourse. Dans un instant, la séance du jour en direct sur les marchés. On se retrouve dans moins de 2 minutes après la pause. À tout de suite sur BFM Business.